J'ai mentionné, je pense qu'un auteur qui m'a beaucoup influencé, c'est donc Vincent Crapanzano et son travail à propos de la possession par les esprits sur la question de l'articulation de l'expérience. Hein, comment les idiomes de possession permettent d'articuler l'expérience. Donc à ce moment-là, ça ouvrait la voie vers un approfondissement de qu'est-ce que c'est la notion d'expérience en anthropologie. Donc il y avait tout le courant de l'anthropologie de l'expérience qui s'inaugurait à ce moment-là et donc que j'ai essayé d'approfondir, et quels que soient, je dirais, les domaines dans lesquels j'étais, j'essayais de rester fidèle à cette traque qui en même temps reprenait et prolongeait dans une perspective anthropologique ce qui avait été posé aussi dans toute la question de la phénoménologie. C'est parce que la phénoménologie husserlienne, c'est quand même les modalités de l'être au monde. Les modalités de l'être au monde en termes du rapport au temps, du rapport à l'espace, donc reprenant les choses à un niveau de nouveau structurel, d'une certaine façon, de ces coordonnées fondamentales de l'existence. Alors comment c'était approché au niveau de l'anthropologie? Donc ça m'intéressait beaucoup. Et aussi dans la ligne du travail que j'avais fait chez les Yancy, et donc cette inversion de la structure hiérarchique à partir ou à travers les générations alternées, et quelle était la signification profonde que ça avait. Donc ça m'a conduite à Barbara Babcock et toute sa... qui a publié, je pense, un livre qui s'appelait The Reversible Wall, toute cette question justement de ces rituels d'inversion et comment dans l'inversion produite par certains rituels peut émerger ce qui est en fait la vérité fondamentale, qui est occultée derrière la vérité consensuelle et la vérité commune. Et donc ça m'avait beaucoup guidée pour voir comment ces relations génération alternée qui paraissaient d'une importance secondaire par rapport à la prééminence du lignage maternel chez les Yancy dessinaient en fait une sorte de coordonnées fondamentales de l'existence individuée dans la société Yancy. Donc cette espèce du pouvoir de l'inversion, du pouvoir de la marge, était quelque chose qui m'intéressait beaucoup. Donc dans la ligne qu'avait développée Barbara Babcock, dans cette ligne-là aussi, il y avait le travail de Louis Dumont sur l'inversion des structures hiérarchiques, ou l'inversion des structures hiérarchiques, ou des structures de valeurs, hein, quelque chose qui est ordonné suivant une hiérarchie de valeurs, comment cette inversion produit quelque chose de différent qui fait surgir de nouveau ce qui est quelque chose d'extrêmement important. Ce que je vais reprendre par la suite après dans mon travail sur l'ascétisme en Inde. Mais donc il y avait toutes ces questions-là sur la question de la marge. Et aussi, oui, donc ça c'était ce qui me venait de la littérature, au niveau de l'expérience. Je me rappelle, je m'étais trouvée pas très longtemps après mon arrivée au Québec, non, c'était pas le carnaval, c'était la Saint-Jean. Mais c'est une Saint-Jean qui était particulièrement froide. Hein, il faisait vraiment extrêmement froid. Et donc, on se baladait dans les rues de Québec en étant très couvert. Et il y avait un homme qui était couché par terre. Et puis, les gens passaient à côté. Et venant de la société belge et de sa très, très grande... je dirais, je ne sais pas comment dire, en tout cas, son très, très grande restriction, on dira ça comme ça, j'ai trouvé que les gens avaient une tolérance extrêmement grande, comme ça, les gens avec un comportement aberrant, puis on ne fait pas attention, on les laisse là. Et puis, au fur et à mesure que je réfléchis, je me dis, mais c'est pas du tout de la tolérance, c'est de l'indifférence. Et là, toute cette question du rapport entre l'intolérance et la différence, c'est quelque chose qui m'a beaucoup questionnée. Dans mon rapport à la société québécoise, je trouvais que les marges d'indifférence étaient extrêmement importantes. Et donc, ce qui se donne pour de la tolérance, simplement les gens sortent du regard, hein, comme les itinérants, tout ça. Il me semble qu'il y a une sorte de pouvoir, de potentiel d'effacement, je dirais, de la différence ici, sous couvert d'une ouverture à tout azimut, qui est extrêmement violente, je dirais. Et donc, dans ce contexte-là, j'ai donc travaillé, me disant, mais en Afrique, c'est pas du tout pour idéaliser les sociétés africaines, mais dans ces groupes de possession, c'est le pouvoir de la marge. Hein. Il y a des choses qui peuvent se structurer à la marge et qui interpellent la société centrale. Je me disais, il me semble que dans nos sociétés contemporaines, surtout nord-américaines, la marge a perdu son pouvoir d'interpeller le centre. En tout cas, c'est l'idée que je me faisais à ce moment-là, que je me fais encore en grande partie, bien qu'il y ait quand même des poches où autre chose se passe. J'en parlerai peut-être par rapport à l'art. Mais donc, alors c'est par rapport à ça que j'ai articulé toute une réflexion sur les pouvoirs de la marge, et que donc il y a un numéro spécial d'anthropologie et société qui a été défini là-dessus. Et il y avait alors un des articles là, qui m'est vraiment resté comme
vraiment fascinant là-dedans. C'est un article écrit, je pense, par Pierre Buissac, qui lui avait travaillé la question du trickster, et notamment, ce qui m'est resté comme image, c'est la question du dompteur de fauves, hein, notamment de tigres, de lions, et comment le dompteur qui travaille dans cette marge de l'entre-deux, hein, à un moment donné, croit que l'animal est vraiment apprivoisé, alors qu'il ne l'est pas, se laisse prendre au jeu, donc quitte sa position de trickster, se laisse prendre au jeu, et là, à ce moment-là, l'accident arrive. Donc parce qu'à un moment donné, il s'est pris au jeu de penser que vraiment l'animal était apprivoisé, ce qui n'est jamais. Hein. Et donc j'ai trouvé ça, en tout cas il y a toute une série d'articles dans ce numéro qui ouvrent justement des ouvertures sur la marge qui sont absolument fascinants, où donc on voulait déstabiliser la question du rapport que la marge n'est pas juste marginale. En fait, mon introduction là-dedans s'appelait, je pense, centralité des marges et pouvoir de la marge, quelque chose comme ça. Donc c'était vraiment essayer de déstabiliser de nouveau et donner un statut à un entre-deux qui serait... Alors, par rapport à ça, bien plus tard, ça m'est revenu à travers Michel Foucault. Mais ça, je ne pense pas que j'en parle dans ce numéro-là. C'est quand Michel Foucault cite Lévi-Strauss, alors je ne sais pas si Lévi-Strauss a vraiment dit ça comme ça ou pas, mais en tout cas c'est ça que Michel Foucault en retient, en disant que les sociétés se définissent autant par ce qu'elles excluent que par ce qu'elles incluent. Mais ce qu'elles excluent, c'est pas juste comme la marge dont je parle maintenant, qu'elles excluent même au niveau épistémologique, c'est-à-dire qu'on n'a pas de mots, on n'a pas de concept pour le penser, donc ça n'existe pas. C'est quelque chose qui est une sorte de marge qui serait tombée de l'autre côté. Et donc, toute cette question-là, je dirais la marge, l'au-delà de la marge, c'est quelque chose que je trouve qui est une zone qui me paraît extrêmement importante à explorer, et comment justement chacune des sociétés se définit par, je dirais, la clôture de ce qui est dans le champ du savoir, dans le champ des pratiques. Et alors ça nous amènera tout à l'heure à parler, ou un autre moment à parler justement d'un groupe d'anthropologues français qui justement travaille avec cette notion de reste que je trouve extrêmement puissante, notamment pour faire le lien entre l'anthropologie et la psychanalyse. Mais donc, il y avait toute cette réflexion, donc la question de la marge, la question de l'anthropologie de l'expérience, la question des rituels d'inversion. Et puis là, je me trouve engagée pour diriger un groupe de recherche dans un hôpital psychiatrique. Un hôpital psychiatrique où ce que j'ai appris au point de départ, c'est la structure hiérarchique, en milieu anglophone, il faut dire aussi, hein, où là, je ne pouvais pas parler, parce que moi, je parlais à n'importe qui, là, donc je me suis rendu compte que si le directeur du centre de recherche n'avait pas été informé de ce que j'avais parlé au directeur de l'hôpital, et donc ce n'était pas passé par lui, il y a quelque chose qui n'allait pas. Donc là, j'ai appris la structure hiérarchique de la circulation de la parole vers le haut, parce que vers le bas, là, je pouvais arranger les choses un peu comme je voulais. Et donc, ça a été aussi la structure hiérarchique entre le pouvoir médical, le discours médical, les autres, ceux qui sont en neurosciences, les autres. Donc, il y a toute cette façon dont le discours ne circule pas très facilement. Mais malgré tout, bon, il s'agissait pour moi, dans ce cadre, malgré tout contraignant, moi j'arrivais là comme un zombie, là, j'avais jamais été du tout dans ce genre de milieu-là. J'avais travaillé en Afrique, les groupes de possession, le village, l'image du père, les rituels. Puis là, ça devenait sérieux, il fallait travailler en recherche psychiatrique. Alors là, le défi principal était comment vraiment accepter le défi, me situer au cœur des questions qui se posent dans ce milieu-là, donc quelles sont les questions qui se posent, mais sans y perdre mon âme. Donc en restant absolument fidèle à ce que j'avais creusé comme trajectoire de recherche et intellectuelle d'ici là. Alors à ce moment-là, il y a deux choses qui étaient importantes, me semblait-il, au niveau de questions de recherche. Il y avait la question de la désinstitutionnalisation en psychiatrie, dont on commençait à voir que c'est un échec, ça ne marche pas. On met les gens dehors puis ils reviennent, hein, c'est ce qu'on appelle la porte tournante. Et d'autre part, la question de la schizophrénie. Hein, qu'est-ce que c'est ces schizophrènes? Parce qu'ils font une grosse partie de ceux qui constituent la porte tournante. Et donc à ce moment-là, j'ai mis les deux ensemble et je me suis dit, bon, essayons de voir ce qui permet à des personnes de rester en dehors de l'hôpital. Donc, qu'est-ce qui, dans leur réarticulation, quelle est leur expérience de la psychose, hein, et quels sont les aménagements qui leur permettent de se retrouver une place dans la société. Et là, l'hypothèse très naïve de départ était que les personnes, mais c'est peut-être ce jeu de mots-là qui m'a permis d'avoir ma subvention, étaient désinstitutionnalisées psychiatriquement, donc elles quittaient l'institution, mais dans la société, ne retrouvaient pas de place dans les institutions de base de la société, la famille, le travail, etc. Donc, étant désinstitutionnalisées socialement,
dans le retour, elles étaient renvoyées à l'hôpital. Donc ça, c'était le jeu, et donc c'est mon hypothèse de départ. Alors heureusement, j'ai trouvé le contraire, donc ça, c'est toujours un bon signe quand on trouve le contraire de ce qu'on cherche. Mais bon, donc il s'agissait d'essayer, alors pour travailler, donc il s'agissait de travailler que signifie l'intégration sociale et qu'est-ce qui soutient la réintégration sociale pour quelqu'un qui a vécu des problèmes de psychose et qui vit des problèmes de psychose. Donc, je venais de la recherche avec les personnes âgées, qui était la recherche sur les réseaux sociaux, bon, intégration sociale, réseaux sociaux. Donc, on a travaillé à partir des réseaux sociaux en premier lieu. Donc, on essayait de reconstruire le génogramme, donc la carte des relations des personnes, en partant des plus proches, les enfants, la famille, les amis, le voisinage, les connaissances. Chaque fois, qu'est-ce qu'on en pense, quels sont le type de relations affectives, quelles sont la fréquence de contact. Donc on a essayé de reconstruire une carte des relations avec ça. Également demander quelles étaient les personnes les plus importantes, les personnes, voir quelles étaient les attentes par rapport aux personnes. Également, alors on a essayé de voir dans la vie concrète quelles sont les personnes que vraiment... Non, alors on a fait ça aussi par rapport aux rôles sociaux. Donc par rapport aux rôles sociaux, donc le travail, la famille, le ménage, etc. Donc et par rapport au réseau social et par rapport aux rôles sociaux, donc les comportements, donc quelle est la situation, quelles sont les perceptions, donc qu'est-ce qu'on voudrait ou qu'est-ce qu'on juge plus ou moins positif ou négatif, et quelles sont les attentes, plus, moins. Donc ça, c'était donc le comportement, perception, attente, au niveau des rôles sociaux, au niveau des relations sociales. Alors, à un deuxième niveau, on travaillait au niveau des comportements concrets. Donc, on reconstruisait 2 journées, depuis le début à la fin, pour voir un peu comment les gens circulaient dans l'espace-temps, qui ils rencontraient réellement. Et puis, en tout cas, c'était les 2 parties principales. Et donc, on refaisait des journées, et on refaisait également la dernière semaine, rapidement. Alors, quand on a travaillé ça, ce qui était... Oui, alors, bon, on avait toute cette masse de matériel, et là, il s'agissait d'analyser ça. Bon, moi, les statistiques, c'était pas fort, donc on voulait essayer de faire des statistiques élémentaires, voir un petit peu... Alors, la comparaison, parce que les patients étaient regroupés en 3 groupes. Ceux qui étaient souvent réhospitalisés, donc c'était des personnes avec un diagnostic de schizophrénie depuis au moins 15 ans, donc un diagnostic qu'on avait vérifié dans les dossiers avec des échelles de symptômes. Donc ça, c'est le docteur Murphy qui m'a beaucoup épaulé pour ça. Également, donc, oui, donc, alors, donc, qui étaient répartis en 3 groupes. Donc, réhospitalisés souvent, plus du tout réhospitalisés les 4 dernières années, et puis intermédiaires. Donc, il s'agissait de comparer les très souvent réhospitalisés et les plus du tout réhospitalisés, qui étaient similaires au départ, d'après les dossiers, et se disant, qu'est-ce qui s'est passé, quelle est la différence entre les deux. Alors là, on a regardé cette configuration des réseaux sociaux, des rôles sociaux, des comportements quotidiens. Et alors, on a donc ce qui était marquant comme différence entre les groupes. Et là, et ça c'est HBM Murphy qui m'a beaucoup aidé à jouer créativement autour des statistiques. C'est-à-dire que quand on identifiait un trait qui semblait caractériser un groupe, on ne sait pas encore ce que ça veut dire. On essayait de voir quel est le sens de ce trait pour le groupe. Par exemple, on voyait que... du côté, c'était quoi encore? Que les amis étaient importants du côté, non, les siblings, donc les frères et sœurs étaient importants du côté des plus réhospitalisés et des plus du tout réhospitalisés. Maintenant, est-ce que l'importance voulait dire la même chose? Alors, ce qu'on faisait, c'est qu'on prenait cette variable et on voyait à quoi est-ce que dans le groupe même, quelles sont les autres variables auxquelles il est corrélé. Hein? Et là, ce dont on s'apercevait en faisant ça avec un certain nombre de variables donc, qui discriminaient les groupes, c'est que l'environnement sémantique des variables discriminatives n'était pas le même. Et par exemple, que l'importance du réseau social, et particulièrement des amis, pour les personnes réhospitalisées, souvent, était en même temps une attente de plus de contact et le sentiment d'être marginalisé. Donc une perception très négative de la réalité, et en même temps un désir que ça aille beaucoup mieux, qu'il y en ait beaucoup plus. Du côté des personnes qui n'étaient plus réhospitalisées, on les voit très peu, ça va bien comme ça, et c'est positif. Donc là, on avait des variables apparemment similaires au niveau quantitatif, mais qui avaient des environnements sémantiques différents. Et donc, en examinant ça sur toute une série de points différents, on en est arrivé à l'idée que les personnes qui n'étaient plus réhospitalisées, plutôt que d'avoir plus de contacts, plus de rôles sociaux, plus de mieux réintégrés, c'est des personnes
qui était caractérisé par ce qu'on appelait un retrait positif, c'est-à-dire un retrait, moins de relations sociales, moins de rôles sociaux, mais c'était mieux comme ça pour elle. Donc il y avait à la fois du positif, et il y avait, alors ce retrait était compensé dans certaines zones par des points d'accroche, mais d'une importance secondaire. Par exemple, oui, je ne vois plus, j'ai beaucoup moins de contacts, mais par contre, je fais ceci, je fais cela, donc il compense. Donc pas une exclusion, comme dans le cas des personnes souvent réhospitalisées, qui avaient concrètement moins, mais qui se sentaient exclues, marginalisées et tout, c'était un moins qui était positivé. Alors, comme on rencontrait de nouveau les gens chez eux, ou bien parfois dans des petits cafés, des petits restaurants, donc ils nous amenaient, donc on essayait de voir en même temps quelle était leur vie, et alors on essayait de voir ce que représentait cette position de retrait positif dans différents contextes. Alors, par exemple, je me rappelle d'un bon, quelqu'un qui était très connu, qui était le pape de Verdun, comme on l'appelait, qui se baladait avec des grandes robes, etc. Puis il était connu de tout le monde, là, bon, qui avait un système délirant très complexe. Une fois, Gilles l'avait invité au département d'anthropologie, hein, avec ses grands habits. Alors il croise, je ne sais pas, un des professeurs, il lui tend son anneau à baiser et l'autre le baise, ne se rendant pas compte de quoi il s'agissait. Alors lui, c'était le pape de l'Église de la raison universelle. Et puis on s'est rendu compte, en regardant, parce que c'était des entrevues très qualitatives, qu'il était en contact avec le pape d'une autre église. Donc on s'est rendu compte qu'il y avait toute une série de groupes parallèles. Alors il y avait des religieuses qui lui confectionnaient ses vêtements. Donc il y a tout un réseau parallèle de choses très étranges qui fonctionnent, dont on n'a pas conscience, et qui portent ces gens dans leur marginalité. Et alors pour lui, j'avais été très frappée parce qu'il nous racontait comment pendant des heures, il était resté chez lui, devant sa statue, à la repeindre en doré. Alors il y avait là cette espèce de recentration dans un univers, je dirais, intime, privé, hein, mais porté par, je dirais, cette peinture patiente en doré de sa statue. Donc il y avait là une forme. Il y avait alors, un autre patient, sa façon, je dirais, de refaire un lien tout en étant à l'écart. Il n'avait aucun contact avec personne. Là, c'était sauf avec un réseau, comment on appelait ça, les ondes courtes, là, les trucs qui font bip bip, et puis en tout cas on est en contact avec des réseaux d'ondes courtes, par exemple les gens qui sont en mer, puis qui peuvent communiquer. Je ne sais même plus si ça existe maintenant, sans doute pas avec les nouveaux téléphones. Mais en tout cas, c'était un réseau de contacts. Donc, alors lui, il ne voyait personne, mais il était en contact avec un tas de gens qui cartographiaient sur une carte. Donc, il y avait les points là, avec les gens avec qui il communiquait, mais il ne voyait jamais personne. Ah, donc là, de nouveau, c'était personne, mais en même temps, il n'était pas isolé, il était en contact. Et un troisième exemple qui aussi m'avait beaucoup frappé, c'était quelqu'un qui passait l'essentiel de son temps à lire un dictionnaire des synonymes. Hein. Alors, on s'est rendu compte après que son père faisait la même chose, donc c'est un dictionnaire des synonymes, donc il passait son temps à lire ce dictionnaire, et il disait, sans mon dictionnaire, je me sentirais seul. Et c'est fort, hein. Donc tout ce travail sur le langage, et après ça, parce qu'on les voyait plusieurs fois, puis on allait les revoir après, et après ça, il était passé un dictionnaire étymologique. Je trouvais ça fascinant. Et c'est que plutôt que de travailler uniquement sur les similarités et que veut dire un mot, c'est quelle est la racine. C'est fascinant, hein, c'est quand même, il pourrait l'inventer, c'est ça. Et donc, c'est ces façons dont ces gens trouvent une façon de circuler par des circuits parallèles, hein, dans notre monde, en étant dans la culture, mais sans y être en même temps. Donc ça, c'est une chose. L'autre aspect qui fait partie de cette espèce de retrait positif, qui a aussi été un élément extrêmement fort dans ce que j'ai trouvé, c'était, vous vous rappelez, ces lieux de sociabilité générale dont j'ai parlé à propos des personnes âgées. Et là, c'était ma première entrevue là, avec un patient qui était un jeune patient de 23 ans, qui était quelqu'un d'extrêmement touchant, qui avait été très malade, qui était plus réhospitalisé depuis 4 ans, qui vivait dans un milieu extrêmement marginal. Alors lui, en tout cas, mon truc, ça avait été de s'affilier à des groupes de méditation, mais qu'on dirait très suspect, hein, les gourous et tout, mais pour lui, c'était super, parce que ça lui donnait cette espèce de zone. Alors il disait, je médite pas vraiment, mais je me couche sur mon lit et j'écoute vibrer le silence de la maison. Je trouvais ça beau. Et puis depuis lors, si on écoute, on entend vibrer le silence. Hein. Donc il trouvait, en passant par là, et dans son cas, lui, il y avait un membre du groupe qui n'avait jamais vu qu'il lui téléphonait chaque jour. Hein. Donc ce contact, complètement anonyme, il ne savait même pas où il habitait et tout, mais il m'a permis de le contacter moi, et donc moi j'ai été le rencontrer. Mais donc comment ces gens trouvent des façons différentes. Mais bon, j'étais en train donc de faire une entrevue avec lui,
Donc, lui qui ne faisait normalement rien de ses journées. Et en plus, il avait un père qui ramassait les trucs. Donc, il avait une maison encombrée de déchets, des petits trucs en fer qu'il trouvait dans les rues et tout. Et là, il me dit, ah, excusez-moi, je dois partir. Je dis, où est-ce que vous allez, hein? Qu'est-ce qu'il a fait? Alors je me suis rendu compte qu'il allait dans une espèce de petit restaurant là, où il allait chaque jour à 4 heures. Je dis, ah, vous allez là chaque jour à 4 heures? Et qu'est-ce qui se passe? Vous parlez? Non, il prenait un café chaque jour à 4 heures. Puis je me suis rendu compte, non seulement 9 heures chaque jour, midi chaque jour. Donc là, je me suis rendu compte qu'il y avait ces lieux où il allait qui offraient un point d'ancrage, hein, à quelqu'un qui était absolument désinséré autrement, sauf ce contact avec le groupe de méditation, et qui allait là, qui sans parler à personne. Et puis donc ça nous a ouvert l'esprit. Et donc j'ai dit aux enquêteurs qui faisaient les recherches, faites attention à ça, soyez attentifs. Et puis en reconstruisant aussi les journées, hein, les 2 journées reconstruites, on s'est rendu compte que la totalité des gens qui n'étaient plus réhospitalisés avaient une forme ou l'autre. Pour d'autres, c'est la rue Sainte-Catherine, hein. C'est des parcs, c'était différentes façons. Alors certains, c'était aussi autre chose. Donc certains, c'était circuler entre 2 bars différents ou entre 2 lieux différents. Dans certains cas, la waitress, c'était quelqu'un d'extraordinaire, hein, qui les connaissait, qui les appelait par leur nom, qui leur disait bonjour, qui leur demandait des nouvelles, hein. Donc c'est ce point-là de contact dans la journée. Hein. Et depuis lors, bon, à ce moment-là, je prenais mes bus là, entre Québec et Montréal. Et là, je me suis rendu compte qu'à la station Berry de Montigny, il y avait un petit comptoir. Et il y avait des gens très très marginaux et les waitresses, et puis qui parlaient à ces gens. Et c'est vraiment des points de référence fondamentaux, hein, pour les gens. Et donc ça, c'était toute cette nécessité de penser, je dirais, la réinsertion des personnes avec des problèmes de schizophrénie d'une toute autre façon. Plus penser on va les réintégrer dans notre monde normal et tout, mais je dirais être attentif à leur parcours marginaux, à leurs essais de se faire un chemin dans la société. Ce qui n'est pas sans risque, ce qui n'est pas sans douleur, hein, c'est quand même une marginalité très grande. C'est pas du tout une espèce d'apologie de cette marge, mais c'est quelque chose qui est là et auquel il faut être attentif. Et je dois dire que, parce que moi quand je faisais ces recherches, c'est toujours dans l'idée d'essayer d'en transmettre quelque chose. Donc j'ai beaucoup parlé à des intervenants, mais surtout milieu psychiatrique moins, mais dans des groupes alternatifs et tout, mais aussi en milieu psychiatrique, les gens quand on leur parle de ça, ils le reconnaissent, ils disent c'est vrai, sauf qu'ils n'y faisaient pas attention parce que ça ne cadre pas dans leur façon de se représenter les choses. Donc ça passe à la trappe, je dirais. Alors c'est de prêter plus attention. Et dans ce cadre-là, je dirais, dans le cadre de ce retrait positif, une dimension qui est apparue extrêmement importante, il y avait donc fréquenter ce genre de lieu, anonyme, être in and out, donc à la fois être vraiment sur la limite, là, sur la marge, mais aussi la question du religieux. Hein, et dans le cas des gens qui n'avaient plus été réhospitalisés, pas le religieux classique des églises catholiques, non. Là, il y en avait dans les très souvent réhospitalisés, je dirais, mais pas chez eux. Eux, c'était ou des groupes beaucoup plus marginaux, mais souvent des choses auxquelles ils allaient très peu quand ils étaient affiliés à un groupe, mais beaucoup plus une spiritualité intérieure, hein, le sentiment d'une présence, le sentiment de ne pas être seul, le sentiment d'être habité par quelque chose de positif. Et donc je me disais, ça leur permet d'être dans ce monde intérieur qui cherche à reconstruire, je dirais, de peine et de misère, en bricolant avec des fragments de la culture, et de façon très solitaire, mais en même temps d'avoir le sentiment d'être justement accompagné ou habité par quelque chose. Parfois ça a un nom, c'est Dieu, ou parfois c'est certains passages de la Bible pour certains, parfois c'est uniquement le sentiment d'une présence. Et ce que je trouvais particulièrement impressionnant, je me rappelle d'un patient qui contrastait le rapport à la religion qu'il avait quand il était souvent réhospitalisé, et il disait, à ce moment-là, je suis tombé dans la religion. Et là, la religion, elle accentue le délire. Il y a le diable, il y a les saints, donc ça fait une efflorescence. Par opposition à son rapport actuel à la religion, où là, c'est un rapport à distance, dans la spiritualité, dans l'intimité. Et ça, je me disais, de nouveau, on entend dire les schizophrènes et la religion, les délires et tout. C'est pas ça. Et en Inde, ça m'a beaucoup servi en essayant de comprendre quel est le rapport au religieux. Et on peut pas, c'est pas du tout uniforme.
Donc on n'a rien dit quand on a dit que la religion est importante. Il faut voir comment ça s'inscrit dans un essai de reconstruction de quelque chose au niveau privé et au niveau privé et au niveau collectif. Donc de nouveau, cette question d'une attention au maillage entre expérience singulière et idiome culturel. Mais avec la question quand même complémentaire qui se posait, parce que c'est loin d'être évident, là, sont des stratégies extrêmement fragiles, parce qu'il suffit qu'il y ait une crise qui arrive, comme c'est soutenu par rien, mais ça tombe, ça ne tient pas. Hein, et c'est pas soutenu par les intervenants non plus. Les patients qui parlent du religieux, ou ils n'en parlent même pas, parce que c'est pas le lieu pour en parler. Donc extrêmement fragile. Et alors la question qui se posait était de se dire, mais quel est le rôle de la culture nord-américaine, je dirais, pour favoriser cette façon-là d'essayer de s'en sortir, dans une solitude très grande et dans une espèce de caricature ou d'aller au bout d'une autonomie, hein, parce qu'il faut être compétent, il faut être autonome, etc., mais qui est retravaillée d'une façon particulière dans cette position de retrait positive. Donc à la fois dans la ligne de la culture de l'autonomie, mais à la fois complètement en marge de ce qui est tenu comme preuve d'autonomie dans la société actuelle. Donc de nouveau extrêmement intéressant. Donc on voit que pour travailler avec des personnes qui ont vécu des problèmes de psychose, je dirais ça demande une très grande modestie, hein, parce qu'on ne sait pas au point de départ. Il faut essayer de se mettre à l'écoute, et parce que souvent les choses ne viennent pas sous forme de récits bien articulés. Ce sont des fragments, ce sont des bribes. Alors une des choses aussi que j'ai trouvé intéressante, parce qu'il y avait des questions qui portaient sur comment vous expliquer ce qui s'est passé. Alors, il y a deux choses qui ont été importantes. C'est qu'il n'y a pas une explication, hein, c'est de multiples causes. À un moment donné, souvent la question sur la cause, il n'y a pas grand-chose qui sort. Mais à un moment donné, je me suis demandé si, c'est peut-être ça, c'est peut-être ça. Et donc on voit qu'il y a une question sur la cause qui travaille, pourquoi moi, pourquoi ça m'arrive, mais qui n'est pas pris dans, voilà, la cause c'est ça, c'est pas ça. Alors en psychiatrie, on peut leur dire c'est le neurotransmetteur, mais ça ne répond pas à la question de la cause. Et là, ce que Evans Pritchard a fait, la question du comment et du pourquoi, c'est toute l'importance. On peut expliquer comment et montrer ce qui se passe dans le cerveau, mais pourquoi? Pourquoi maintenant? Ça, c'est une question qui n'est pas là. Ah, donc on voit comment il y a un passage de la question de la cause à la question du sens. Hein? Quel est le sens de ce que je vis? Hein? Et ça, c'est une question qui va se révéler, prendre une importance beaucoup plus grande dans les recherches qu'on va faire en Inde également, cette question du sens des choses. Mais donc on voit comment le fait de se mettre à l'écoute de ces personnes, ça questionne, ça déplace énormément comme anthropologue, je dirais, par rapport à ce qu'on conçoit normalement, comme qu'est-ce qui est la subjectivité, qu'est-ce que la culture, etc. C'est pas ça, là. Ou pas uniquement ça.